Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de CQEP. Donc, c'est qui le président ? On vient là pour parler de la soirée électorale qui vient de se dérouler pour le premier tour des élections présidentielles. Non, on arrête tout. C'est pas du tout ça. On va rester sur la moto. On est bien mieux sur la moto. Comment ça va, Paul ? Bah écoute, ça va, tu m'as fait peur avec ton introduction, j'ai cru qu'on allait revivre la course Moto 2, j'ai eu peur. Donc voilà, c'est le numéro 114 de CQ en pôle. On va parler du 4e Grand Prix de la saison 2022, Grand Prix des Amériques sur le circuit d'Austin. On commence comme d'habitude avec le gagnant du petit jeu de la pole, en partenariat avec la Bécannerie. Donc c'est Davigno qui avait trouvé Martin en pole en MotoGP. Ça s'est pas joué à grand chose pour que ce soit Miller qui rafle la pole. Et donc, il va pouvoir repartir avec les goodies de la Bécannerie et de la maison. N'oubliez pas de participer sur Twitter chaque jeudi ou vendredi pour ce petit jeu de la pole. Des petites news avant de débuter cet épisode. Donc, on a la Moto E qui commence ses tests de pré-saison à Jerez aujourd'hui. On a en Moto 2 au moins 2 teams MotoGP qui se renseignent actuellement sur le jeune Fermín Aldeguer, donc l'Espagnol qui vient tout juste d'avoir 17 ans et qui est rookie dans la catégorie. Il a quand même marqué les esprits par des grosses performances en ce début de saison. Le petit problème qu'il a, c'est que l'année prochaine, en 2023, il n'aura pas les 18 ans requis pour démarrer la saison et manquerait sans doute dans ce cas-là 3 à 4 Grands Prix en plus des essais hivernaux. Ça paraît donc compliqué qu'il arrive l'année prochaine en MotoGP, peut-être pour 2024. Qu'est-ce que t'en penses de cette news, toi, Paul ? Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Il a brillé sur le premier GP, mais quand même quoi, là c'est bon, on va pas, enfin, s'il signe des mecs tout de suite en espérant avoir le prochain Marquez, je pense qu'il faut leur laisser le temps de s'acclimater. C'est pas, je pense pas que ce soit une bonne idée de signer quelqu'un tout de suite comme ça. Il y a d'autres pilotes. Ouais, bien sûr. Ouais, je te rejoins assez, je trouve que c'est peut-être trop vite. Alors, il me semble qu'il a gagné en CEV Moto 2. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait, qu'il avait été sélectionné l'année dernière pour faire des remplacements en Mondial Moto 2 et qu'il a brillé et donc qu'il a été embauché cette saison. Mais oui, ça va peut-être un peu trop vite pour le gamin. Laissez-lui 2-3 ans, histoire de pouvoir lutter à la régulière pour le titre, quoi. Je veux dire, on voit que Rolf Fernandez avait causé des soucis de le faire monter trop vite. Il n'y a pas de raison qu'on reproduise le même schéma avec lui. En MotoGP, les petites news. Donc, on a le tracé du circuit des Amériques qui a été resurfacé en partie depuis l'automne dernier. On se souvient que les pilotes s'en étaient beaucoup plaints et que c'en était même dangereux. On verra que ça a été plutôt réussi à mon goût. La grosse news, c'était qu'entre le Grand Prix d'Argentine et le Grand Prix des Amériques, du coup, on a eu Marc Marquez qui s'est remis de sa diplopie et qui est présent sur cette course. Donc il a sauté dans un avion dès le mercredi soir, je crois. On verra ce qu'il a fait en course tout à l'heure. Grosse rumeur de Quartararo qui serait en négociation avec plusieurs équipes. Donc j'imagine Yamaha, mais peut-être d'autres. Après, est-ce que c'est vraiment des vraies négociations ou juste pour mettre plus de pression à Yamaha de son côté, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui déclenchera le bal du mercato, je suppose. Zarco, lui, souhaite renouveler avec Pramac, sauf offre de l'équipe officielle, mais il a bien dit que son choix, ce serait de pouvoir renouveler avec Pramac. Il est très content là-bas. Et la dernière petite news, c'est que faire attention aux résultats d'Aprilia après leur victoire en Argentine. Aprilia est à 2 points de perdre ses concessions pour l'année prochaine. Donc, a priori, c'est une bonne nouvelle si on perd ses concessions, mais on a vu avec KTM que c'est pas toujours évident de passer le step suivant. D'ailleurs, avec Suzuki aussi avait eu le même problème en 2017, il me semble, quand ils perdent leur concession.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Paul? Bon, ça m'étonne pas trop pour Quartararo qui sont en négociation, c'est normal. C'est le meilleur pilote et sa moto va être compliquée. Moi, très honnêtement, enfin, je suis pas pilote, hein, mais j'aimerais bien qu'ils partent parce que honnêtement, Yamaha, on l'a vu au cours des années, même quand ils ont eu des top pilotes qui demandaient des choses, ils ont jamais évolué. Ils sont restés sur leur dynamique et si c'est pour reperdre encore des années à attendre d'avoir la moto qu'il faut. Bon, s'il y a des bons guidons qui se libèrent, pourquoi pas, hein. Je pense qu'il veut pas être une seule fois champion. Zarco chez Pramac, très bonne nouvelle, très très bonne idée. Ce serait bien qu'il puisse rester là-bas parce que je pense que c'est quelque chose qui lui convient tu sais, en ambiance de travail, voilà, petite équipe, moins de pression entre guillemets, et du coup, je pense que voilà, en plus il a le même matériel, donc il y aurait pas de raison de bouger. Et puis il est sous contrat Ducati, donc. Voilà. Marquez remis de sa diplopie. Il va pas tarder à repartir en arrêt s'il continue de rouler comme il l'a fait en course. On aura le temps d'en reparler. Mais bon, c'est bien qu'il soit revenu. En tout cas, ça fait plaisir de le voir. Comme quoi, ils sont quand même hors normes. Le tracé resurfacé, c'est très bien. Ça évite de faire une piste de motocross. Ils ont déjà le Supercross le dimanche matin, donc c'est sympa. Et puis Aprilia qui perd ses concessions, c'est surtout celle-là, moi, qui m'intéressait. Et oui, comme tu dis, l'année de transition avec quand tu perds tes concessions, on l'a vu effectivement avec Suze et avec KTM. Et j'espère qu'Aprilia saura bien les négocier. Maintenant, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Hein. On est d'accord. A priori, on verra les résultats en Europe, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas encore des Grands Prix où ils performent. Ils ont une moto qui semble tout à fait capable de rouler vite et sur un peu tous les tracés. Donc, c'est loin le temps où ils étaient complètement ridicules. Aprilia, donc voilà. Dernière petite news, un peu moins rigolote, clairement même triste. Donc juste pour la signaler parce que c'est dommage que ça passe sous silence, c'est quand même lié à notre passion. Donc un motocycliste de la police argentine a été tué dans un accident de la route alors qu'il assurait l'escorte policière du convoi de fret de Termas de Rio Hondo jusqu'à l'aéroport de Tucumán en Argentine. Donc c'est une conséquence quand même directe de notre sport favori et ce pourquoi on est là ce soir. Donc une pensée pour lui et sa famille, même s'il nous écoute sans doute pas, c'est quand même bien de le signaler. On en fait beaucoup et c'est normal autour des pilotes qui décèdent sur les circuits ou des anciens pilotes qui décèdent en dehors des circuits, mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent en parallèle des Grands Prix et qui parfois du coup sont clairement durement impactés par notre passion. Allez, c'est parti pour la Moto 3. En Q1, donc c'est Artigas, Ogden, Nepa et Bartolini qui s'en sortent. Fellon et Mario Heidi ne scorent aucun chrono, donc j'ai cru voir que ça avait été des chronos annulés surtout. Et en Q2, on a une première ligne Mignot qui fait la pole, Foggia, Artigas, seconde ligne Honshu, Mattia, Morera et troisième ligne Olgado, Toba, Sasaki. Fellon du coup partira à la 28e et avant-dernière place car il n'avait signé aucun chrono. Juste avant le départ, on apprend que Elia Bartolini a été pénalisé, enfin un peu la veille, mais après les qualifs, a été pénalisé, donc il doit partir du fond de grille et effectuer un long lap pour avoir roulé lentement pendant les qualifications. C'est parti pour la course, donc on commence par le Moto 3, mais étrangement c'était la dernière course du week-end, donc les pilotes s'élancent pour 17 tours. Mignot garde son avantage alors qu'Artigas prend le meilleur sur Foggia. Le rookie Morera et Honshu vont animer ce début de course et prendre le large tous les deux. Guevara va voler le départ et écope d'un double long lap, et Massia lui va reculer jusqu'à la 15e place au second tour. Donc très mauvais départ pour lui. Ça se bagarre bien devant entre Artigas, Morera et Honshu. Sasaki les suit mais est déjà détaché. Garcia va chuter sur un contact avec Olgado qui chutera lui aussi quelques virages plus tard mais pourra repartir. À 10 tours de l'arrivée, Honshu mène devant Massia bien remonté et Sasaki. Suivent ensuite Morera, Artigas, Foggia, Mignot et le reste du peloton est à plus de 2 secondes derrière. Bartolini va chuter à 4 tours de la fin. À l'entame du dernier tour, ça se bagarre sévèrement en tête, comme souvent en Moto 3, alors que le rookie Morera chute juste avant l'entame de ce dernier tour. Massia l'emporte finalement devant Foggia et Mignot, 4e Sasaki, 5e Honshu et 6e Artigas. Fellon a fait une course au fond du paquet, mais a profité des 6 chutes et abandons
dont 2 dans le dernier virage entre Toba et Olgado, pour arracher la 15e place et donc son premier point au championnat du monde. Donc c'est à noter. Encore une fois, il a fait une course entre la 18e et la 22e place. Bon, il profite des chutes, c'est bien. Il chute toujours très très peu. Donc ça, c'est vraiment son point fort. Par contre, il manque un peu de vitesse, le garçon. Mais voilà, on va rester positif. Peut-être que ça va déclencher enfin quelque chose chez lui. Au classement du championnat, Foggia est en tête du championnat avec 74 points, car il est très régulier. Sergio Garcia, lui, ne score pas, donc 58 points. Et Andrea Mignot, 41 points. Félon, 24e, premier point. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Paul, de cette course ? Du coup, comme toi, en fait, j'ai trouvé que c'était une super course. Le dernier tour, c'était un dernier tour de folie. Franchement, ça bagarrait dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment sympa de voir une catégorie comme ça. C'était propre, j'ai trouvé. Là, cette fois-ci, il n'y avait pas de freinage, de dernière minute, de je te coupe en deux pour me mettre à ta place, etc. Franchement impressionnant. Et du coup, ouais, vraiment super course. Il y a juste un moment où j'ai eu un petit frisson quand même, c'est quand je crois que c'est Honshu qui touche. Est-ce que c'est pas Olgado qui va toucher dans la ligne droite, tu sais parce qu'ils zigzaguent. Ouais, voilà. Ouais, et là, bien sûr. Ça touche vraiment un petit peu dangereux, mais bon, c'est la course. Mais sinon, ouais, super course en paquet en plus, donc vraiment sympa. Après pour Félon, voilà, c'était la déception quoi. Je regardais et toujours pas quoi. Il faut un fait de course pour qu'il arrive à mettre des points, donc c'est dommage, mais bon, espérons que ça enclenche un déclic. Il est enfin le premier, donc voilà. Après le premier, c'est le deuxième, et puis ça. après, c'est les presque 200 podiums comme Valentino Rossi, hein, c'est ça. Il faut au moins débuter par quelque chose. Donc il a au moins le premier point déjà. C'est ça. Non, je te rejoins. C'était vraiment une belle course. On a parfois, depuis le début de saison, on dit tiens, les courses Moto 3, ça a changé. C'est un peu moins bien. Là, clairement, c'était du top niveau. Vraiment super course. En plus, ils ont su profiter de l'horaire à laquelle ils ont couru. La piste était bien chaude. Je pense qu'ils avaient couru le matin. On verra comme ça s'est passé en Moto 2, mais il y aurait eu beaucoup plus de chutes encore. Donc voilà, je te rejoins sur le commentaire sur Sergio Garcia qui a pas trop de réussite sur ce Grand Prix. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il y a souvent c'était Massien qui d'ailleurs lui arrivait quelque chose, un problème mécanique ou qui se fait rentrer dedans les saisons précédentes. Bon là c'est Garcia. Après on sait que le garçon il est costaud. Il va revenir. Il y a pas de souci. C'est pas ça trop qui va le chambouler mentalement. Juste une petite remarque sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais c'était propre et ça m'a fait penser. J'ai pensé immédiatement. C'est sûr que s'il y avait eu encore Darren Binder dans la catégorie, ça serait pas fini de la même manière. Effectivement, mais c'est à lui que je pensais. Hein. Donc ça va. On tire sur le même. Non. Après ouais, bon Garcia, ça va que c'est le début de saison et la saison va être très longue. Donc du coup, même Foggia aura des faits de course, des résultats blancs, etc. Donc pour le moment, au stade de cette saison-là, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique pour lui. C'est juste dommage parce que j'aurais voulu le voir se battre avec les autres. Quoi, c'est tout. Ouais, non, je te rejoins. Il y a pas eu cette chance. Et puis Morera quand même. Bon là, on l'a pas cité dans les points, mais quel week-end du rookie. Enfin, c'est là où encore une fois, l'année dernière c'était Acosta. On compare. Il y a eu Guevara, il y a un autre espagnol encore. Ils sont tous espagnols de toute façon, sauf Morera qui est brésilien. Mais du coup voilà, on fait la comparaison avec Félon, mais Morera, quel week-end de folie. Bon, il chute par manque d'expérience, hein, probablement, mais le nom que tu cherchais, je me demande si c'est pas Olgado. On en veut plus, quoi. Mais oui, totalement. Mais en plus, là, maintenant, le statut de rookie, j'ai l'impression que c'est juste attention, voilà un concurrent sérieux de plus, quoi. C'est les gars arrivent de mieux en mieux formés, et ça déménage, quoi. Ils font pas de complexe. Hein. Donc c'est que la formule de promotion, en tout cas, fonctionne bien. Parce qu'au moins, on a des pilotes tout de suite dans le bain, quoi. Ils sont pas signés dans les plus mauvaises équipes, en plus. Non plus. Après, ils sortent de la Rookies Cup ou du CEV Moto 3. Ils ont déjà été
bien remarqué, et ils sont déjà du niveau du Moto3 mondial. C'est vrai quand c'est plutôt quelqu'un qui vient de la Northern Talent Cup comme Ogden ou de l'Asian Talent Cup comme Mario Wai, c'est plus compliqué. On voit que le niveau n'est pas encore tout à fait au niveau du mondial. Il y aura un temps d'adaptation supplémentaire, mais quand tu viens du Moto3 CEV ou de la Rookies Cup, la Red Bull Rookies Cup, t'étais clairement déjà sacrément armé. Ok, donc on va passer au Moto2, course un peu plus Moto2-esque, j'ai envie de dire, pour ne pas dire de gros mots. Donc en essai qualif, on a Ben Schneider, Vietti, Ramirez et Alcoba qui sortent de Q1. En Q2, c'est Bobier qui fait la pole, devant Vietti et Canet. Deuxième ligne composée d'Arbolino, Arenas et Dixon. Troisième ligne, Navarro, Aldeguer et Lowe's. En course, donc, c'était la première course du dimanche. Une température un peu fraîche, je crois qu'il y avait 19 degrés dans l'air. Non, 19 degrés au sol, je crois. Pardon. Du vent, beaucoup de vent, et c'est quand même parti pour 18 tours de course qui entament le dimanche, donc. Vietti va manger Bobier au premier virage, alors qu'Aldeguer, gêné par Schroeter, va regarder 22e. Acosta, 10e sur la grille, et 5e dans les premiers virages. Somket Chantra vient jouer au bowling avant la fin du premier tour et fait tomber Aldeguer, Lowe's, Rodrigo et Van den Gooberg. Imprononçable, c'est ce nom. Voilà, donc là, clairement, gros fait de course. Il y a déjà 5 concurrents sortis. Vietti et Canet se disputent la tête de course. Corsi au virage 14, puis Acosta au virage numéro 3 vont partir à la faute. Et puis c'est finalement Vietti qui va se sortir aussi. Tout seul comme un grand. Canet est poursuivi par Arbolino, Dixon et Ogura et va garder la tête pendant 3 tours avant lui aussi de chuter. Donc clairement là ça fait les affaires de Vietti de voir Canet chuter. Arbolino va gérer son avance devant, alors qu'Ogura prend le meilleur sur Dixon pour la 2. Bobier, relégué à la 4e place, prend finalement le meilleur sur Schroeter et semble tenir cette position avant de chuter dans le dernier tour. Je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier virage. Vraiment très moche. Arbolino l'emporte devant Ogura et Dixon. Schroeter, Navarro et Alcoba complètent le top 6. Au classement du championnat, donc Vietti garde son matelas confortable d'avance avec 70 points. Ogura rattrape un peu son retard avec 56 points et Arbolino 54 points. En discussion post-course, le premier point que je voulais aborder, c'est les 12 chutes ou abandons, dont 5 dans le premier tour. Donc clairement, ça rebat les cartes. Du fait du bowling de Chantra, qui clairement fait une attaque, c'est impossible à passer ce qu'il tente, une erreur de pilotage. Et ensuite, je pense que c'est plus lié aux conditions de piste et du vent et du fait que l'air soit un peu frais, où tant de pilotes tout seuls devant viennent chuter. Qu'est-ce que t'en penses ? Là, honnêtement, l'attaque de Chantra, c'est même pas une attaque, il est hors trage. À un moment, il a oublié les freins, c'est pas possible. Il est hors trage, il arrive avec une vitesse de plus, il explose clairement la moto qui est juste devant. Enfin, c'est inadmissible à ce niveau de compétition, très honnêtement. Pour moi, c'est même pas un fait de course là, tu vois. Pour moi, ils ont pénalisé des gens pour moins que ça. Je pense qu'à la prochaine course, va falloir lui rappeler gentiment que voilà, il y a d'autres choses à faire, surtout, bon, même si c'est jamais bon, c'est le premier tour de la course. Donc à un moment, voilà, il en reste 17 et tu vas avoir le temps de dépasser, t'inquiète pas. Là, c'est vraiment dommage. Et c'est ce qu'on disait hors antenne, tu vois, autant de chutes, ça a juste permis au timing de MotoGP de montrer le gain de place pour certains pilotes, parce que sinon, voilà quoi, c'est ce qui a animé la course. Celle que je comprends vraiment pas, c'est celle de Vietti, parce que très honnêtement, il est devant, il mène, il y a de la place. Et boum, ça glisse. Donc, comme tu dis, sûrement les conditions de piste. C'est vrai que j'avais pas vu la température avant le début de la course. Du coup, celle-là, elle est vraiment dommage. Donc, statu quo au championnat, il s'en sort bien. Et dommage pour Bobier. Parce que il est quand même en bagarre, il claque la pole, il est chez lui. Et malheureusement, à 2 virages de la fin, il se la colle. Bon, c'est dommage.
C'est dommage. En plus, il était en train d'améliorer sa meilleure position gagnée en carrière. C'était déjà à l'époque, c'était 5e et c'était déjà à Austin. Donc là, il aurait pu terminer 4. Dommage. Ouais, je te rejoins. Austin, bon, il surperforme. Ce que j'appelle, c'est un pilote sur son GP national en général. Tu surperformes et où tu chutes. En général, c'est à peu près ça. Et il a pas dérogé à cette règle. Donc la pole qu'il fait, c'est superbe. J'étais super content pour lui. C'était magnifique de voir ça. Ça fait longtemps. Bon, il y a eu Joe Roberts en 2019 qui a fait 3 pôles. Mais c'est pas très souvent par rapport à ce qu'on a pu voir dans les années 80-90, les pilotes américains qui pouvaient dominer le championnat. Du coup, voilà, Beaubier, j'ai noté du rêve au cauchemar parce que clairement son samedi, c'est un samedi de rêve et son dimanche, il fait quelques virages en tête, mais il se fait vite rattraper par la police et il rétrograde tout doucement et finalement en fin de course, il remonte. Il se place 4e en doublant Schroeter et qu'est-ce qu'il fait? Schroeter lui met vraiment la pression et il sort à 1 ou 2 tours de la ligne d'arrivée, quoi. Donc clairement là, chuter à ce moment-là, c'est terrible, quoi. J'ai exactement le même ressenti que toi sur la course, c'est que sans les chutes, c'était soporifique. C'est le seul vraiment qui permettait d'avoir des changements de position, quoi. Donc c'était pas terrible. Et que voilà, Vietti s'en sort bien car ni Canet ni Chantra ne marquent de points sur cette course et c'était ses principaux opposants avant cette course. Donc là il a de la chance, ça tournera pas toujours comme ça, mais là il s'en sort bien, sa chute ne prête pas vraiment à conséquence, si ce n'est que Ogura et Arbolino eux reviennent dans la course. Voilà, on a fait le tour du Moto 2, je suppose, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Oh non, même là on a dit plus que ce qui s'est passé en course. Génial. Écoute, sur le MotoGP, je vais te laisser, c'est ton tour. Ça marche. Alors du coup, MotoGP, donc là en Q1, c'est Martin et Rins qui vont s'en sortir et qui vont accéder à la Q2. Et c'est ce même Martin qui va décrocher la pole devant, et là ça a noté 4 autres Ducati. Donc on a une première ligne entièrement rouge avec Martin en pole suivi de Miller et Bagnaia. Sur la deuxième ligne, on aura Zarco, Bastianini et Quarta qui se fera 6e, qui est la petite étoile au milieu de l'armée rouge. On va passer donc à la course. Le départ est donné et les 5 Ducati vont rester en tête dans un ordre un tout petit peu différent. C'est Miller qui va faire le whole shot devant Martin et Bastianini. Derrière les machines italiennes, on trouvera ensuite Quarta et les 2 Suzuki. Donc on a bien les 5 Ducati, notre Frenchie et les 2 Suze. Tout ce groupe-là va faire principalement la course devant. On n'aura pas beaucoup d'autres pilotes qui vont venir se mêler à ça et la réalisation va principalement se concentrer sur eux. À noter le départ manqué de Marc Marquez. Alors lui, il nous a fait une Dovi. Lui, cette fois-ci, il a laissé le pit limiteur. Du coup, il se loupe complètement et il se retrouve avant-dernier au départ de course. Ça reste relativement calme quand même jusqu'à la mi-course où Rins crée l'animation et se porte derrière le trio de tête. La bagarre commence alors avec Bastianini, tandis que ça barde également derrière, entre Zarco, Mir et Bagnaia. Dans le même temps, Marquez remonte derrière Quarta, qui est 7e. La course va devenir palpitante avec des dépassements à tous les niveaux, avant que Bastianini ne parvienne à doubler Miller pour prendre la tête et à creuser un écart qui ne sera jamais comblé. Dans un dernier tour assez intense, c'est finalement Rins qui va prendre le meilleur sur Miller et qui lui chip sa seconde place. Au final, on va avoir une victoire de Bastianini devant Rins et Miller. Quarta limite encore les dégâts pour Yamaha et termine 7e, juste derrière Marquez, impressionnant en rythme de course puisqu'il va taper le nouveau record du tour en course. Zarco, lui, est 9 derrière son coéquipier, donc Martin, lui, il a quand même pas mal rétrogradé. Et à noter en abandon, donc la chute d'Alex Marquez et l'abandon de Bezzecchi sur problème mécanique. Au classement du championnat, on va avoir Bastianini 61 points, devant Rins 56, Espargaro 50, Quartararo est 5e avec 44 points, et Zarco 8e avec 31. Du coup, on va passer au premier point tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? J'ai noté quelle course de dingue. Même si on occulte
mon amour pour les rouges. Déjà, les premiers tours j'étais comme un fou sur le canapé à avoir autant de motos Ducati devant et vraiment bien roulé, quoi. Mais voilà, même si on occulte ça, qu'on se concentre juste sur les pilotes et ce qui s'est passé, c'était vraiment un très beau Grand Prix. Il y avait des rebondissements, il y avait beaucoup de bagarres pour les 8-9 premières places. En tout cas, parce que du coup, il y avait tellement de bagarres qu'on n'a pas trop vu ce qui se passait derrière, même pas du tout. Sauf un. Mais bon, après, il est revenu dans le top 8, de toute façon. Donc voilà. C'était vraiment, pour moi, la plus belle course cette année, sans doute. Et ça va être difficile de la détrôner. Entièrement d'accord. Là, franchement, de toute façon, on pouvait pas voir les autres, puisque dès que la Real lâchait un pilote pour se remettre sur un pilote du top 9, ça se bagarrait. C'était vraiment démentiel. Super course. Mais comme tu dis, oui, ils ont bien aimé Marc Marquez. Hein. On avait toujours la petite miniature de lui en train de monter, lui en train de faire un dépassement. Et on a eu aussi toutes celles aussi où il a manqué de se la coller quand même. Ce qui me fait dire, tu vois, pour rejoindre ce qu'on disait en news, ok, super, il a fait le meilleur tour en course, il revient, pas de problème, mais il continue de prendre des risques, de gros risques, même s'il remonte 6ème, là, tu joues pas la victoire, il y a une paire de fois où il part en guidonnage, où il va finir par s'en recoller encore des grosses, en espérant qu'il y en a pas une qui soit fatale, quoi. À force de tenter la chance, elle va finir par partir. Du coup, on enchaîne sur Marquez. Je te rejoins. Voilà, il avait tenté le coup en Argentine 2015, c'est ça? Remonter tout le monde. Mais bon, il avait sorti tellement de pilotes à ce moment-là que ça avait fait polémique et que de toute façon, c'était pas possible de faire ça. Là, il s'est pris un peu plus prudemment, si je puis dire, même s'il était plusieurs fois à la limite, à la fois envers les autres et à la fois juste à la limite de sa moto. Quel autre pilote pouvait remonter 17 pilotes en course, quoi? Vraiment, ouais, je le pose comme ça, c'est difficile à dire autrement, mais est-ce que Marc Marquez, c'est pas le pilote le plus talentueux de tout compris, quoi, de toute l'histoire du championnat du monde? Parce que, ok, on en a des pilotes extrêmement talentueux. Valentino Rossi était un pilote extrêmement talentueux, mais Marquez, en plus du talent, il est spectaculaire. Ça me fait penser à ce qu'avait fait Acosta l'année dernière, repartir de la pit lane et remporter la course, ou Brad Binder aussi, c'est peut-être en 2014 ou 2015, il avait fait pareil en Moto3, il était parti dernier et il avait remonté tout le plateau. Mais en Moto3, ça s'explique plus, c'est plus facile, je veux dire. Mais là, c'est censé être le gratin du gratin, les meilleures machines, les meilleurs pilotes, et il en dépasse 17. Ouais. Démentiel, voilà. Mais c'est une différence de classe énorme. Et puis on peut même pas dire que c'est grâce à la moto. Donc c'est non, c'est juste c'est hallucinant de maîtrise quand même, hein, c'est clair. Hein. Après, moi j'espère juste qu'on le verra encore des années en fait. C'est surtout ça, parce que ce serait dommage qu'un talent comme ça se mette out sur une énième chute en fait. Il est encore jeune mine de rien, donc c'est surtout dans ce sens-là. Si tu veux. Moi, je te rejoins totalement. Moi, je l'ai dit. Hein. Bon, même si ça m'a sur ces années-là, j'aurais pu le détester parce que à cause de lui, par exemple, Ducati et Deville n'arrivaient pas à gagner un titre de champion du monde. Mais non, clairement, Marquez est essentiel au MotoGP aujourd'hui. Il a toute sa place et il a un talent qui est rare. Peu de pilotes ont cette vitesse-là aujourd'hui sur le plateau, donc il faut pas qu'il parte, quoi. Je suis content qu'il soit revenu, et après ça reste peut-être plus compliqué sur les circuits où il est un peu moins à l'aise, les circuits qui tournent à droite, etc. C'est certain, mais voilà. Attention à Marquez, il a pas dit son dernier mot cette saison. Le prochain point, souligner le week-end de Ducati, hein, clairement. Les 5 premières positions sur la grille de départ. À l'arrivée, 3 motos dans le top 5, dont la victoire et la 3e place. Des équipes différentes. Des équipes différentes, en plus, c'est pas... des machines différentes. C'est hallucinant là. Mais c'est ce qu'on avait dit en pré-saison. Hein. Il y a certaines courses où ils vont être difficiles à battre, et là on voit bien que leur stratégie paye. Hein. Quand tu vois que c'est Bastianini qui va chercher avec la moto de chez Gresini, qui va chercher la victoire. Derrière, t'as un officiel, les Pramac étaient là. Voilà, il y en a pour tout le monde. C'est vraiment là, c'est vraiment impressionnant, que ce soit en machine ou en pilote. Hein.
Ouais, j'étais quand même étonné que ça soit ce week-end-là. Tu l'as dit, on s'attendait à un scénario comme ça en début de saison. Mais sur le circuit des Amériques, alors que Ducati n'a jamais gagné ici, bon, en même temps, il y a la domination de Marc Marquez, ça aide pas, mais clairement, ça a jamais été un circuit où les Ducati se sont montrées extraordinairement fortes. Donc, plutôt étonnant que ça se passe ici. Clairement, ça aurait pu être encore plus mieux, ça se dit pas. Euh, si on n'avait pas vu des petits problèmes de pneus pour Martin et Zarco qui sont arrivés à peu près au même moment en course d'ailleurs. Hein. D'un coup, Martin était 3, je crois, et Zarco était 5-6. D'un coup, tous les deux, ils ont perdu du grip, ils ont perdu des places, quoi. Je pense que ils ont une moto un peu différente et peut-être qu'il y a des datas à analyser de ce côté-là chez Ducati. Pourquoi eux, ils ont perdu leur grip arrière alors que les Ducati de Miller, Bagnaia et Bastianini non. Bon, voilà, c'est intéressant, mais bravo à eux. Et puis même sans trop rester sur les rouges, qui font un travail formidable en termes de line-up, tu l'as dit, en termes de moto, la Suzuki, encore une fois présente, encore une fois. Alors cette fois ils se suivent pas, mais il y a un P2, P4 de Rins et de Mir. Depuis le début de saison, les deux là, les deux Gugus Suzuki, ils ont fini dans le top 9 à chaque course. Mais en fait, à chaque fois, ils s'améliorent. Parce que la Suzuki, c'est pas juste la meilleure moto du plateau, parce qu'en termes de vitesse de pointe et de qualité de freinage d'entrée de courbe, on voit que Rins et Mir, ça rigole pas, quoi. C'est ce que j'allais te dire, elle marche en plus la Suze. Parce qu'on l'a Ouais, vu en bout de ligne droite où elle tient la Ducat, donc bien sûr. ils ont avancé dans le bon sens en fait. Hein. C'est une équipe vraiment qui bosse. Alors moi je ne cesse d'imaginer ce que ça pourrait être avec une équipe satellite, avec 2 motos de plus pour faire des données en plus. Cool, ouais. Là, alors est-ce que c'est l'apport aussi d'Olivio Suppo qui se fait déjà sentir? Est-ce que c'est juste juste entre guillemets hein, le boulot de l'équipe? En tout cas, ils ont déjà dit vouloir garder leur pilote. Ah, j'ai pas vu venir, j'avais pas vu ça là. J'ai entendu passer ça en début de saison, il me semble, leur objectif de toute façon était de garder leur duo de pilotes. Mhm. Du coup, si ça se fait, en tout cas pour le moment, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ça reste une équipe très dangereuse. Hein. S'ils continuent de monter en puissance, il reste de nombreux GP. Ils vont en gagner cette saison de toute façon, vu comment ils sont partis. Mais ça risque de pas être drôle en milieu de saison s'ils continuent leur progression de la même façon. Et puis, même si vous passez votre temps à le charrier, c'est pas bien. Rins ne tombe pas, et quand il tombe pas, il est devant. Rins, c'est vrai qu'on aimait bien le charrier l'année dernière, mais on l'a toujours dit, Rins, c'est un pilote plus rapide que Mir. En termes de vitesse pure, il est extrêmement rapide. D'ailleurs, c'est lui qui gagne au circuit des Amériques il y a 2 ans. 2019, 3 ans déjà, quand Marquez a un problème technique et chute. L'année dernière, c'est aussi l'un de ceux qui peut rivaliser avec Quartararo sur certaines courses. C'est vraiment un pilote extrêmement rapide. Cette année, tu l'as dit, la moto est meilleure. Je pense pas qu'Olivier Suppo, Livio, pardon, Suppo, il ait fait grand chose sur la moto. Peut-être que lui, il a recadré les fonctionnements de l'équipe MotoGP, pas côté R&D, qu'il a remis du plomb dans la tête à Rins et Mir, peut-être des objectifs plus clairs, une direction quoi globale et peut-être plus de rigueur dans peut-être tester des pièces ou etc. Mais je pense que ça n'a pas été développé, le moteur et le châssis n'ont pas été développés quand il est arrivé, Livio Suppo, ça me paraît des délais trop courts quoi. Mais clairement impressionnant cette machine. Là il leur manque plus que la victoire pour ce début de saison. On va arriver sur le 5e Grand Prix. Donc déjà au quart de la saison, ouais, je pense qu'il leur manque juste la victoire et puis leur domination, leur régularité est déjà impressionnante, mais après ils peuvent vite nous refaire une année comme 2020, c'est-à-dire avec la régularité quand même aller chercher au bout un titre quoi. Totalement, mais honnêtement, en plus, je sentais pas, je pensais vraiment pas que Rins allait attraper Miller à la fin. Quand Ouais. je crois que c'est à 3-4 tours de la fin, tu vois les écarts. Tu dis, bon, c'est bon, ça va rouler tranquillement jusqu'à la fin de course, et puis c'est terminé. Et non, dernier tour d'anthologie entre les deux, super quoi. Non, vraiment pour Suzuki, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. J'ai hâte Ouais. de voir sur des circuits peut-être, tu sais, je pense à Assen par exemple, où ça tournicote beaucoup, ou Sachsenring par exemple, voir ce que ça peut donner face à la Ducati.
Ah, c'est marrant. À la scène, je pense qu'il y aura Fabio qui sera au rendez-vous. Donc, contre une Yamaha, ça peut être intéressant. À Sachsenring, ce sera contre Marquez, qu'il faudra se battre. Ah ouais, totalement. Mais du coup, c'est intéressant de voir les points forts ou pas. Là, clairement, on voyait que, notamment quand Rins a doublé Miller, tout de suite, Miller, il leur passe, il me semble, à la vitesse pure. Avec 2 virages plus loin, Rins s'en débarrasse définitivement. Mais ça aurait été Mir, je suis pas sûr qu'il aurait tenté le dépassement sur Miller en sachant qu'il avait le podium. Mais Rins, il est comme ça. Rins, il est vraiment... et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il chutait beaucoup et qu'il chute encore beaucoup. Rins, il veut plus, quoi. À suivre les péripéties des pilotes Suzuki. On va parler maintenant de Yamaha. Moi, j'ai mis qu'ils étaient complètement à la ramasse. Fabio encore en mode pompier, il termine 8e. Fabio a déclaré que c'est pas avec des 8e positions on redevient champion du monde. Donc ça, c'est un message adressé à son équipe, c'est sûr. Ça me paraît évident. Totalement Mais d'accord. voilà. Bon, sa course est très propre. On peut rien lui reprocher, c'est ça qui est hallucinant. Il fait vraiment le maximum qu'il a avec le matériel qu'il a. Il s'est longtemps battu avec Zarco. D'ailleurs, c'était limite viril, mais limite à un moment donné sanctionnable. Enfin, moi, j'irai pas jusque-là, mais ça peut causer des animosités, ce genre de dépassements qui sont faits. J'espère que ce sera pas le cas. J'adore les deux Français. Ouais, voilà, il s'est battu avec les armes qu'il avait, même avec les Suzuki avant qu'elle le double. Je sais même pas quoi dire. Derrière, Dovi termine 15, je crois, parce que... non, c'est Morbidelli à la base qui termine 15, mais il est rétrogradé parce qu'il a fait quoi? Il a mordu dans le dernier tour, je crois, dans le vert. Du coup, c'est Dovi qui prend les points de la 15e classe. Mais sinon, il y avait aucune Yamaha dans les points, quoi. On a Dovi, Morbidelli, je crois que Binder, bon, après, le Binder, c'est pas grave, il est exempté. De toute façon, c'est un rookie, il a une moto vieille d'1 an. Mais le line-up est nul. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Dovi. Hein. Et la moto est nulle, quoi. Bah voilà, ça le constat, mais on en est là. Moi, ça rejoint ce que tu disais, rejoint le point que j'avais mis en dessous sur les dépassements. J'avais mis des dépassements autoritaires de Fabio. S'il nous en fait 2-3, voilà, il y a la place, j'y vais, je m'y mets, quoi. C'est vrai que celui sur Zarco, je me suis dit, ouais, c'est bon, alors c'est très viril, mais correct, mais c'est très viril. Après, voilà, il fait ce qu'il peut avec le matériel qu'il a. Clairement, il arrive quand même à coller sa Yam devant quelques Ducati. C'est quand même pas anodin. Voilà, bon, il se fait reprendre par Marquez qui est royal là-bas. Mais c'est tout. Mais le problème, c'est qu'il va pas pouvoir constamment limiter la casse comme ça à chaque course. Et j'ai pas l'impression que ça avance vers une solution rapide, quoi. À un moment, même s'il y a beaucoup de grands prix, t'en fais encore 2-3 comme ça, tu vas pouvoir commencer à dire bye bye au titre, parce que les devants, ça s'ennuie pas. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui peut gagner. Donc, ça se cannibalise un peu devant. Le problème, c'est que je vois pas Yamaha trouver des solutions d'ici là. C'est pas une équipe qui nous a habitués à faire des changements drastiques en plein milieu de saison, ou à apporter la pièce qui fait que d'un coup la meule avance, quoi. Et là le retard commence à se sentir, et il peut rien, quoi. Il peut pas compter malheureusement sur son équipier ou sur l'équipe satellite, parce que visiblement il y a que lui qui arrive à l'amener là. Alors soit par sa façon de piloter, soit par son talent pur, on peut pas trop le juger, mais Morbidelli, quoi. Il a failli être champion du monde, quand même. Ouais. Donc, et de le voir là, ça fait de la peine. Dovi, bon, même si moi je ne comprends pas qu'il soit revenu, clairement, enfin, voilà. Mais le gars a été quand même 3 fois vice-champion du monde, qui sait piloter une moto, et Darren Binder, de toute façon, il débute. Donc, moi je comprenais pas sa venue en catégorie reine, mais maintenant qu'il est là, faut bien qu'il fasse ses armes. Mais là, voilà, là, ça va être, si c'est ça toute la saison, ça va être triste pour Yamaha. Déjà, il y a ça. Tu l'as dit, de toute façon, là, si ça continue, bon, on est à la 4e course. Allez, on se laisse jusqu'au tiers de la saison. Si ça continue encore comme ça sur 3-4 courses, le titre, c'est cuit. C'est sûr. Mais en dehors de ça, bon, là, Fabio, il a le mort aux dents et il a là encore la rage, tu vois, de devoir se battre avec cette moto, etc. Mais c'est juste... Alors, je dis pas qu'il va faire une Vignales, mais c'est juste démotivant.
il peut décider de tout lâcher et de toute façon et signer à côté, tu vois ce que je veux dire. Et s'il lâche tout, Yamaha, ils vont se retrouver à avoir des points de concession l'année prochaine. Non, peut-être pas, mais... Après, c'est en ça aussi qu'on voit qu'il a beaucoup travaillé, parce qu'il y a quelques années, des courses comme ça, il terminait en TP d'ultième et c'était la soupe à la grimace dans le box. Et voilà, là, il reste focus sur ses courses, il donne le max qu'il peut donner, il prend les points qu'il a à prendre. Voilà, on voit qu'il est, de toute façon, il est pas champion du monde pour rien. Ça y est, maintenant, il est passé dans une autre dimension. Et une année moins bonne ou des courses moins bonnes, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et surtout, il ne se plaint pas. Moi, c'est ça qui, voilà, c'est pas un Paul Espargaro qui va dire que la meule est nulle ou qu'on va voir faire de grands gestes parce que ça va pas comme il le sent, quoi. Après, si ce brave homme peut aussi laisser son guidon, c'est pas plus mal, mais bon, pourquoi pas. Et tu vois, j'avais noté en plus, sans vouloir le faire exprès, je l'avais noté aussi, mais tu vois, Yamaha à la ramasse et Fabio encore pompier, moi j'ai mis pareil pour Honda. Parce que si t'as pas Marquez, alors ok, les Honda elles sont dans les points, mais elles sont 12, 13 je crois, et Alex Marquez se l'est collé. Donc du coup, en gros, t'as Marc Marquez et c'est tout, quoi. Et pourtant, la meule a l'air de marcher, vu que Spargaro l'a quand même fait marcher le week-end d'avant. Donc, oui, ou Nakagami n'était pas non plus hyper mauvais en Argentine, justement, sur la première journée, je crois. Il termine premier de la FP1, je crois. Bon, pour moi, les pilotes LCR, faut plus compter dessus. À l'époque, il y avait Crutchlow qui tenait la baraque, mais ils ont pas c'est dur de dire qu'ils ont pas le niveau. Je m'écoute, c'est dur. Mais il y a mieux. Ou alors, faut faire confiance à des jeunes, quitte à ce qu'ils se ratent. Mais voilà, Nakagami, il a eu sa chance. Voilà. Alex Marquez, c'est encore entre les deux. C'est un pilote qui commence à être expérimenté. C'est sa 3e année en MotoGP, mais il n'y a pas ce step-up, quoi. Et dans l'équipe officielle, bon, il y a Marquez, voilà, la question se pose pas, on voit le niveau qu'il a. Paul Espargaro, c'est un pilote qui peut être performant, on l'a vu avec KTM, on l'a vu avec Honda, il est pas toujours ridicule, mais il a des jours sans, en fait, Paul. C'est ça son problème, c'est qu'il est pas constant. Donc, il peut avoir des gros trous où il y a rien qui marche. Et le week-end suivant, avec cette Honda, faire un top 8, un top 6, quoi. Donc ouais, mais je te rejoins. On peut considérer que Honda, c'est toujours basé sur un seul pilote, mais en même temps, eux, c'était leur politique. C'était vraiment ça. Alors que de mémoire chez Yamaha, en tout cas depuis la concurrence Rossi-Lorenzo, il y a toujours eu cette idée d'avoir une dualité entre deux pilotes au top niveau. Après, bon, il y a eu Rossi-Lorenzo, Rossi-Vignales, Vignales-Quartararo. Voilà, Morbidelli, là... alors, je sais pas si la moto lui convient pas, si elle a tellement changé depuis 2019, la moto avec laquelle il a terminé vice-champion du monde en 2020. Mais, ou si c'est sa blessure, il reviendra jamais de sa blessure, quoi. C'est pas impossible non plus, je ne sais pas. Parce que c'est vraiment un pilote où je vois peu de déclarations. Donc, je ne sais pas. Ouais, il se fait discret, c'est vrai que c'est difficile à voir, en tout cas de l'extérieur, c'est pas beau et c'est vrai que c'est démoralisant. Bon, nous, en plus, on est chauvin, on veut quand même voir notre Frenchie devant, mais là, ouais, clairement, pour Yamaha, il va falloir redresser la barre. Mais moi, ce qui m'embête avec Yamaha, c'est que ça fait des années que des pilotes leur disent que la meule, elle va pas, qu'il manque quelque chose. Alors bon, Quarta a gagné avec. Donc effectivement, là, les ingénieurs peuvent se dire, bon, finalement, on a fait quelque chose qui marche. Mais bon, on est tous devant la télé, tout le monde le voit, à un moment qu'il te manque des bourrins, quoi. Quand t'es à 20 km/h d'écart, faut. Enfin voilà, quoi, c'est pas. Enfin, ils le voient tous, c'est quand même compliqué de. J'aimerais bien voir la réunion des ingénieurs Yamaha à la fin de l'année pour préparer l'année suivante. Qu'est-ce qu'on va faire sur la moto? Elle marche bien. Non. Non, là, les gars, faut faire quelque chose, quoi. Donc ouais, ça va être difficile pour eux. Va falloir voir, je pense, comme tu dis, d'ici 2-3 courses, s'il y a de l'évolution ou pas. Sinon, ce sera cuit. Hein. Je pense que j'espère en tout cas que Quarta prendra une décision qui lui convient à lui, déjà avec des garanties. Parce que c'est surtout ce qui m'embête dans ce qu'on entendait déjà sur les transferts, c'est qu'il attend des garanties de Yamaha. Lorenzo, il en a attendu pendant des plombes, Vignales pareil, Rossi pareil, et au final, bon,
la moto avait peu évolué pendant un certain temps. Donc à voir pour moi. Bah, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas le alors peut-être que je me trompe totalement et j'espère qu'il me donnera tort, c'est que s'il change d'équipe, j'ai pas confiance en Quartararo pour faire avec n'importe quel type de moto. Moi, je me souviens Moto 3, Moto 2, il y avait des fois ça marchait et des fois ça marchait pas du tout. Et un peu pareil d'ailleurs avec Yamaha, il a eu une année gros trou. En 2019, d'un coup ça marchait plus. En fait, s'il trouve pas forcément à s'adapter sur la moto, ça marche pas du tout, quoi. Et il lui faut vraiment une moto, peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, qui soit faite pour lui. Donc je me dis, à part Suzuki, qui est un peu sur les mêmes solutions techniques que la Yamaha, est-ce qu'il peut vraiment aller dans un team et notamment avoir un gros V4, quoi? Je ne sais pas. Peut-être que oui, hein. Mais ça pose question, quoi. J'avoue que je pensais la même chose. S'il arrive à faire ce choix-là, aller chez Honda par exemple, tant mieux, quoi. Mais c'est pas simple. Non, c'est sûr. Dernier point sur KTM, je les ai vus nulle part ce week-end, hein. Je sais pas pour toi, mais Comme t'as commencé ta phrase en disant je les ai vus, je me suis dit tiens, moi j'ai absolument pas vu où ils étaient. Non, honnêtement, week-end sans, mais au moins entre guillemets pas de regret pour les pilotes, c'est que tout le monde était à côté de ses pompes. Donc voilà, la meule elle y était pas, les gars y étaient pas. Bon un gros week-end sans. Bon, on verra la prochaine course maintenant, mais c'est vrai que ils ont des pilotes qui peuvent jouer devant, donc c'est après les derniers week-ends qu'on avait vus, c'est dommage. Mais voilà, prochaine course pour eux. J'ai vu un journaliste anglophone sur Twitter. Quelqu'un lui pose une question, un anonyme lui pose une question, il lui disait suite au résultat de KTM ce week-end et il lui demandait qu'est-ce que pense Rolf Fernandez de son équipe et de cette MotoGP. Et le journaliste répondait juste c'est en anglais, il dit not, donc en gros il dit que c'est de la merde, quoi, et qu'il est pas du tout content d'être là. Donc l'ambiance chez Tech 3 doit pas être si rose que ça. Je pense que Rolf Fernandez, et c'est pas quelqu'un qui garde sa langue dans sa poche, n'est pas du tout content de cette situation-là et qu'il aurait vraiment préféré rester en Moto 2 cette année en fait. On verra, mais j'ai l'impression que en voulant absolument garder un pilote dans son giron, KTM a fait juste tout ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir le garder, tout simplement. Tu voudrais dire que KTM aurait fait une erreur de management? Ils sont quand même pas coutumiers du fait. Hein. Je le dis, j'assume. Oui, sans doute. Et puis bon, Adrian Fernandez, le frère, il n'a rien fait non plus chez Tech 3 ce week-end. Je crois qu'il termine en dehors des points, il me semble. Ou tout juste dans les 15. Non, pas dans les 15. Mais je crois qu'il est dans le fond du paquet. C'est une sale période pour nos équipes françaises. Voilà, j'avais une dernière petite chose à ajouter. Il y a un proverbe japonais, je ne sais pas si tu le connais, donc je vais le prononcer à la française. Il y a un proverbe japonais qui dit Nana Korobi Yaoki. Ça veut dire tomber 7 fois, se relever 8 fois. Donc c'est exactement ça pour Marc Marquez. Et encore une fois, je lui tire mon chapeau parce que voilà, pourtant j'étais omnibilé par les Ducati ce week-end, mais sa performance est incroyable, tout simplement. On n'a pas parlé de la victoire de Bastianini quand même. On revient sur la victoire de Bastianini. Ouais, on est obligé de parler de Bastianini. Je pense, voilà, on avait dit qu'il pouvait faire des choses énormes en pré-saison. Là, ça y est, hein, c'est quand même le leader du championnat du monde. C'est le leader. Il gagne 2 courses sur 4. Et puis dans des configurations différentes. Je veux dire, c'est pas souvent qu'un pilote vient chatouiller des officiels qui ont une moto un an plus récente pour une victoire, parce que Miller, il y a une moto censée être meilleure, plus d'expérience, etc. Non, ce que fait Bastianini, c'est énorme. Alors, ce qu'a fait Martin aussi, c'est énorme, mais là, clairement, celui qui a 2 victoires au compteur cette saison, c'est pas Martin, hein, c'est Bastianini. Donc, s'il faut choisir un deuxième pilote dans le team officiel, surtout qu'il est italien,
voilà, je pense qu'il commence à mettre les as dans sa manche, mais il a fait une course exceptionnelle de maturité parce que pour déjà ne pas chuter, ne pas faire d'erreur, c'est une chose, mais surtout savoir qu'à la fin, il avait réussi à conserver ses pneus pour pouvoir passer Miller et pouvoir mettre le coup qu'il fallait pour aller chercher la victoire derrière, c'est affolant de maturité. C'est ça, une course taille patron. Et là, là, il a mis tout le monde d'accord. Et puis c'est pas dans le dernier virage, comme tu dis. Il a mis de l'écart et il montre que ça y est, il faut compter avec lui sur les courses. Quand il va être à l'avant, il va être aussi dangereux que les plus expérimentés. Donc il avait déjà montré de sacrées prédispositions l'an dernier avec une moto qui était plus vieille. Là, ça y est, il a une moto de l'année et ça commence à déménager, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, hâte de voir ce qu'il va faire. Attention, c'est peut-être lui qui est le pilote Ducati qui risque d'être le plus dangereux cette année. Alors, je m'avance un peu, mais clairement, en tout cas, là, pour l'instant, on peut pas dire autre chose. Hein. Donc, à suivre. Et puis, encore une fois, c'est génial pour un team comme Gresini. Totalement. Ils ont couru après leur première victoire pendant des années et là, ils en enchaînent. Donc, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Une belle histoire. Voilà pour le mondial prototype, hein, la crème de la crème. On va passer à le petit lait de la crème. Donc le niveau juste en dessous, donc le championnat du monde des motos de série, autrement dit Superbike et Supersport, qui reprenait aussi ce week-end. Et là, je vais laisser la main à toi, Paul, pour les débriefs. Yes, effectivement, gros week-end pour la reprise. Donc on quitte le soleil des États-Unis pour se retrouver en Espagne, à Aragon, pour ce week-end. Du coup, on attaque dans le dur, les qualifications. En 300, la pole est pour Garcia, encore un, devant Iglesias et Diaz, donc triple espagnol. Côté français, De Cancelis est 6, Di Sora fait 12 et Marc-Arian est 19e. En 600, la pole sera pour Baldassari, le nouvel arrivant qui nous débarque du Moto 2, devant Agarter et Honshu. Cluzel sera 8 et Verdoya 15e. Et en SBK, c'est Razgatoglu qui prend la pole pour la première course en tout cas, devant Bautista et Rea. Côté français, là on est bien fourni, on en a 3. Baz fait 10, Mayas 17 et Ponson 19e. En course, pour le 300, en première manche, on a donc Garcia qui s'impose en solitaire devant Diaz et Lehmann. Marc-Arian, lui, de son côté, a abandonné sur chute. De Cancelis fait 12 et Di Sora fait 14. En seconde manche, là cette fois-ci ce sera beaucoup plus disputé, bien plus intéressant, jusqu'à quelques tours de la fin, où c'est Diaz qui va parvenir à s'échapper pour la victoire. Les places sur le podium, elles se vendent chèrement, et c'est finalement Garcia qui prend la deuxième place devant Lehmann, avec qui lui aura fait une superbe remontée. À noter que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu KTM sur le podium, et c'est un des rares à rouler sur cette machine dans le championnat. Côté français, Di Sora lui fait 7e, De Cancelis 12 et Marc-Arian finalement n'est pas classé. Alors j'ai vu qu'il avait pris un double long lap suite à un départ anticipé. Donc, voilà, dans la foulée, il y a eu un non-classement. Au niveau du championnat du monde, c'est Diaz qui est en tête avec 45 points, à égalité avec Garcia. Et en troisième, on a Lehmann, 32 points. Di Sora est 10e avec 11 points. De Cancelis 14e avec 8 points et Sylvain Marc-Arian, lui, n'a pas encore marqué. On passe au Supersport, plus le Supersport 600, puisqu'on est cette fois-ci avec un mix de machines. En première manche, malgré le changement de règlement, on retrouve 3 équipes habituées devant, puisqu'on assiste à une bagarre à 3 en début de course entre la Yam Tenket d'Agarter, la Bardal Evan Bros de Baldassari et la Puccetti Kawasaki d'Honshu. La course va vite tourner en un duel entre les deux Yam, et c'est Baldassari qui s'impose finalement dans un dernier virage où il manque de chuter, il est en intérieur, il manque de chuter, il oblige Agarter à élargir, et finalement il arrive à garder sa trage et passe le pilote suisse. Côté français, Cluzel lui est 19e, il a eu une chute en tout début de manche, et Verdoya va prendre le point de la 15e place. La course 2, c'est un copier-coller de la course 1 jusqu'au dernier tour, où Honshu va abandonner, lui, sur problème mécanique. Donc Baldassari profite de l'aspiration dans la dernière ligne droite pour passer à Agarter, qui va recouper la trajectoire, et reprend la première place dans le dernier virage.
Donc là, cette fois-ci, c'est le Suisse qui s'impose devant Baldassari et Boulega, qui lui s'offre un premier podium dans la catégorie avec la nouvelle Ducati. Il était très content d'ailleurs en passant la ligne, ça faisait plaisir à voir. Un pilote aussi qui débarque des Grands Prix. Oui. Côté français, Cluzel lui est 7e et Verdoya est 16e. Au championnat, on a donc également une égalité. Agarter et Baldassari ont tous les deux 45 points. Boulega est 3e avec 27 points. Cluzel, pour le moment, est 11e avec 10 points. Verdoya, 10 avec 1 point. Et maintenant, la catégorie reine. 3 courses pour le Superbike. La première course, on a une belle bagarre à 4, puis à 2, où c'est Rea qui va s'imposer devant Bautista et Razgatlioglu. Le 4e larron étant Rinaldi, mais un peu plus décroché. Côté français, Baz fait 11e, Mayas 14 et Ponson 19. La Super Pole Race, c'est Bautista qui va s'imposer après avoir pu créer l'écart avec Rea, lui-même en bataille, toujours avec les deux mêmes autres pilotes, Razgatlioglu et Rinaldi. La fin de course est animée entre les 3 pilotes et c'est finalement l'Irlandais qui va prendre la seconde place devant le pilote turc. Baz lui fait 13e, juste devant Mayas, et Ponson est de nouveau 19e. Dernière course du week-end, la course 2, c'est beaucoup moins animé malgré quelques beaux dépassements devant, entre les 2 pilotes Ducati officiels, Bautista et Rinaldi, en bagarre avec Rea et Razgatlioglu. Au final, c'est Bautista qui va s'imposer devant Rea et Razgatlioglu. Pour les Français, Baz fait son meilleur résultat du week-end, il est 7e, Mayas 11 et Ponson de nouveau 19e. Au classement du championnat, on a donc Bautista premier avec 57 points, juste devant Rea avec 54 points, Razgatlioglu 39. Et en côté français, Baz est 9e, il a 14 points, et Mayas 14e avec 7 points. Voilà pour le Superbike en Aragon. Plein de choses à dire du coup. Ouais, c'était assez soutenu, mais on a eu des belles courses. Bah déjà les courses étaient belles, c'est une catégorie, on le dit depuis l'année dernière, qui est à nouveau extrêmement disputée. On va commencer par les choses qui font plaisir, c'est de voir que Bautista n'a rien perdu de son talent. Il suffisait de le remettre sur une machine qui marche, et ça marche tout de suite. Donc oui, il reprend la place de Redding l'année dernière, c'est-à-dire un trouble fait entre Rea et Razgatlioglu, donc Rea qui était là, qui était présent, Razgatlioglu qui était je sais pas si c'est un circuit qui le convainc un peu moins, qui devait se contenter des 3e places à chaque fois, qui était un peu moins à la lutte sur la longueur de la course, en tout cas qui était là dans les premiers tours, mais sur la longueur de la course, il y avait que Bautista et Rea en général qui pouvaient se battre ensemble. Rinaldi, détaché, qui joue les observateurs, j'ai noté, on va dire ça comme ça. Mais ça reste quand même du coup le team Ducati qui a le plus de personnes aux avant-postes. J'ai noté au championnat, étonnamment, on l'a beaucoup critiqué, la Honda, donc Le Clona et Vieré qui sont 5 et 6 au championnat après ces 3 premières courses. Donc c'est bien pour les rookies dans la catégorie et cette moto. Ce que j'ai noté aussi, c'est que Baz est la première BMW au classement, donc qui est 9e avec 14 points. Alors que Redding est 18e avec un seul petit point qu'il a pris en course Super Pole, je crois. Il a fini 12e en course Super Pole. C'est là où il prend le seul point de son week-end. Donc clairement pour Redding, l'adaptation à la BMW se passe pas très bien. Même le remplaçant ukrainien qui a un nom impossible, je vous le ferai pas, de Michael Vandermark. Et merci. Et 13e au classement général avec 9 points. Donc c'est bien de dire que Scott Redding a un problème d'adaptation à cette moto. J'espère que pour lui que ça va passer. Bon voilà, on a fait le tour. Je suis content de revoir cette catégorie. Grosse bagarre. En super sport, on voit que le changement de règlement, il y en a qui criaient, et là je fais un petit coucou à Stéphane, qui criait au désavantage et au scandale. Mais on voit que finalement c'est toujours des Yamaha qui gagnent avec des Kawasaki dans le coup. Des 600 donc. Heureusement, Boulega a réussi à faire un podium en deuxième course, mais il n'est pas encore tout à fait dans la vitesse des autres. Les triomphes pas forcément au rendez-vous. La nouvelle MV Agusta, par contre, pas mal. J'ai 5e au classement général pour Niki Touli.
Ça, c'était pas mal. Un peu déçu pour le GMT 94, même si Verdoya gagne son premier point sur la course 1. Voilà, Cluzel était pas au rendez-vous ce week-end. Hein. Il marque déjà un gap de 35 points d'écart avec Agarter et Baldassari. Mais en tout cas, c'était des belles courses en super sport et en superbike. Voilà tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi? Non, bah rien de plus. Le 300, je les ai vus honnêtement. La première manche, c'était pas la plus intéressante à regarder parce que tu sens qu'il y avait une différence de niveau et c'est parti très très loin. Le super sport, agréablement surpris, mais je comprends toujours pas ce qu'ils mettent dans la Tanket et la Bardal. Euh, ils sont tout le temps devant, quoi. C'est un truc de fou. Après, je pense aussi qu'on verra en cours de saison comment ça va évoluer, parce que je sais pas s'ils peuvent toucher, tu sais, au règlement pour les différentes motos, pour ce qui est du poids autorisé, des régimes limites, etc., pour pouvoir équilibrer, parce que bon, peut-être que la Triomphe manque un petit peu, ou tu vois, en plus, ils ont pas beaucoup de représentants, je crois qu'ils sont un ou deux, je crois. Il y a Hannes Sommer qui doit faire dans les 12 ou 12 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, voir un peu comment ça va évoluer. Le GMT, bah, ouais, quand Cluzel, première course, en colle déjà une. En plus, début de course, Si. enfin, c'est week-end noir, quoi. C'est démentiel. Hein. C'est démentiel. Ouais, pas de chance. Bah, après, voilà, ils se blessent pas. Moi, c'est ce que je C'est note. ça. Voilà, c'est Parce ça. que bon, ça arrive, des problèmes mécaniques ou une chute bête, ça peut arriver. Dans un championnat, c'est long, c'est rare, à part quand on s'appelle Réa, qu'on commette 0 erreur sur la longueur d'un championnat, surtout avec 2 courses par week-end. Donc voilà, faut pas s'inquiéter. À ce niveau-là, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il démarre la saison comme il l'a terminé l'année dernière, Cluzel, mais voilà. Pour Triomphe, tu disais, il y a quand même Stefano Manzi qui est 6, je crois, Ah, au d'accord. au classement général. Mais sinon, il y a c'est Soumer qui est 10. T'as raison. Ouais, et puis pour le Superbike, alors j'ai entendu le commentateur qui disait qu'apparemment la YAM était peut-être pas la plus adaptée à Aragon. Donc bon, peut-être pour ça que Bah, il y a Razgatlioglu fait que 3e. Ouais. Parce Ouais, t'as vu que la longueur des lignes droites? ah ouais, mais en plus mais par contre moi je regardais les dépassements à 3 là, ils sont complètement fous les 3. Hein. En plus Ray il a sa façon de faire glisser la moto quand t'as l'impression qu'il la jette, mais vraiment il la jette. Il se met sur l'angle, elle glisse, elle se cale et elle bouge plus. Mais à chaque fois qu'il fait ça, j'ai l'impression qu'il va se la coller. Razgatlioglu, il est monstrueux. Bautista, il donne pas sa part au chien. Franchement, si ça continue comme ça va être une sacrée saison. Après, pour Redding, c'est dommage parce que je crois qu'il se la colle pareil en première manche. Je crois qu'il y a ça. Et il a été en proie à des soucis techniques de fou en course 2. C'était horrible. Il a un rythme course et d'un coup, on voit qu'il descend. Il dit, bah, ça y est, il a chuté. Non, il tourne à 5 secondes des autres et la moto, tu sais pas pourquoi. Tu vois qu'il y touche comme si elle coupait, pourtant il repart. Elle recoupe et terminé, il rentre au stand et voilà, peut-être des petits soucis de fiabilité, donc espérons pour lui qu'il sorte de tout ça. Mais voilà, et puis nos Français ont pas démérité. Hein. Maya c'était bien, Baz, je suis très content de le voir première BM. Oui. Ça montre qu'il est pas là pour rien. Donc voilà, c'est une belle manche d'entame de saison en tout cas. Ça donne envie de voir la suite. Alors, si possible, pas les mêmes week-ends que le MotoGP, parce que bon, là, du coup, vu qu'il y avait ça roule aux États-Unis pour le MotoGP, les courses s'entrecroisent pas trop, mais c'est pas facile à suivre tout, du coup, et forcément, je pense que l'audience du Superbike s'en ressent. Parce qu'il faut vraiment être un grand malade de moto pour se taper comme nous, hein, 3 courses en mondial, MotoGP, et ça fait combien? 4, 7 courses en Superbike sur un dimanche, quoi. Enfin, sur 2 jours. Donc, Surtout un petit coup de gueule, tu vois, sur la diffusion. C'est toi qui me disais que beaucoup réclament encore le retour des GP sur Eurosport. Jamais de la vie. Au moins avec Canal, tu sais à quel moment on va commencer le GP. Il n'y a pas de blague, ils te mettent pas du ski à la place ou du tennis pour te décaler la course à pas d'heure sans te prévenir. Là, la rediff du Super Sport 600, la course 1, ils ont diffusé 15 minutes. 15 minutes de course. Il y a même pas, et c'est même pas 15 minutes les meilleurs moments, c'est 15 minutes du début
jusqu'à la 15e minute, on a dû faire, je sais pas, 7 ou 8 tours, et boum, on coupe la rediff et on passe à la course 2. Voilà, c'est le petit coup de gueule par rapport à la diffusion d'Eurosport. Je trouve ça, Ouais, dommage. Après, ça fait du bien à la chaîne World SBK, au moins ils prennent des abonnements. Mais voilà, bah, c'est ça. un peu déçu de cette couverture-là. Au niveau médiatique, je trouve que c'est pas génial. Non, mais t'as raison, la couverture est pas très bonne, mais surtout la communication de cette couverture, elle est terrible. Moi, j'avais eu, alors j'ai toujours eu l'abonnement worldspk.com quand j'ai commencé à suivre le Superbike, mais il y a un moment donné, j'avais eu Eurosport par un bouquet box en plus, et de temps en temps, par fainéantise, de mettre worldspk.com sur mon téléphone, puis Chromecast et tout ça sur ma télé. J'ai essayé de mettre sur ma box, mais je comprenais jamais sur quelle chaîne c'était diffusé ou c'était ou déjà la pub. Bon, voilà, la pub pendant une course, ce n'est pas possible. Alors une course de 24 heures, je comprends. L'endurance, oui, mais des courses de 40 minutes, non. Surtout 3 courses pure pub, ce n'est pas envisageable. C'est pas un film de 3 heures non plus. Donc après, je comprends que les chaînes doivent en vivre, mais là, clairement, on est dans le fond du fond de la diffusion correcte d'un événement sportif. Donc ouais, plus jamais j'ai retenté après cette mauvaise expérience. Et du coup, ce que je disais, c'est que même donc la diffusion est chaotique, mais même le programme, la programmation, tu sais pas, tu regardes pourtant sur le site de la chaîne, ils te disent tel jour à telle heure sur tel truc, c'est sur Watch Super Sport. Tu passes dessus, il y a rien, il y a du golf. Ou alors l'inverse, on te dit c'est bah là ce jour-là on diffuse je sais pas alors je sais plus ce qu'ils ont comme droit sportif du kitesurf, c'est une connerie, et en fait par hasard tu tombes sur la rediff du World SBK, tu fais mais c'est quoi leur truc. Donc ouais, donc c'est vraiment problématique pour moi de faire ça. Après bon, bah, le problème c'est que la Dorna possède les deux championnats, donc à partir du moment où tu donnes tout à l'un et rien à l'autre pour pas faire de concurrence au premier, bah ça engendre des diffuseurs qui sont pas très regardants contractuellement sur le produit qu'ils vendent, quoi. Donc Ouais, mais du coup, c'est dommage parce que quand t'as le même exploitant, en plus, au final, ça fait louper des choses parce qu'effectivement, malheureusement, entre une course Superbike et une course MotoGP, je vais privilégier aussi le MotoGP, même si j'adore le Superbike. Alors que, enfin, je sais pas, il y a peut-être moyen d'arranger le calendrier différemment pour faire concurrence à la F1 plutôt que de faire concurrence à la moto, par exemple. ouais, clairement. Après, il y aura pas énormément de dates où ça s'entrecoupe. Mais surtout là, c'est l'ouverture de la saison. Bon, ils auraient pu faire différemment, je pense. Bon, je pense qu'on a fait le gros tour de ça. En tout cas, si vous aimez la moto et que vous voulez voir les courses, les courses sont vraiment sympas. Encore une fois, on vous incite à aller les voir. Si vous avez Eurosport, c'est pas grave. Allez les voir sur Eurosport quand même. Un dernier petit mot sur ce qui s'est passé. Donc, le Moto America faisait sa reprise également. Et ils ont eu la très bonne idée, selon moi, de faire leur reprise à Austin en parallèle du MotoGP. Ça fait un coup de pub incroyable sur cette catégorie, à la fois pour le public américain, je pense, et pour le public mondial. Donc, ils roulaient après les courses et les qualifs Moto2, Moto3 et MotoGP. Donc, il y avait 2 courses, une le samedi, une le dimanche. Et bah là, c'est incroyable, personne s'y attendait, hein, même si on connaît le talent du bonhomme. Un doublé de Petrucci pour Ducati sur ce circuit d'Austin. À chaque fois, il était à la lutte avec Matthew Scholz qui est sur Yamaha, et par contre, Jack Gagne qui est le favori puisqu'il a gagné l'édition de l'année dernière et qui est quand même un pilote incroyable. Et le grand perdant de ces 2 courses et de cette manche d'ouverture avec un résultat blanc en course 1 à une P3 en course 2. Mais voilà, je veux vraiment revenir sur ce que fait Petrucci. Donc c'est un gagnant en Superstock 600, un gagnant en Superstock 1000, un gagnant en MotoGP, un gagnant d'étape sur le Dakar, et maintenant un gagnant de manche en Moto America. Il a un parcours qui me fait vraiment penser à un Jean-Michel Bell, par exemple. C'est le mec, tout ce qui touche, il va finir par gagner, quoi. C'est ça, hein, énorme pilote, ça fait plaisir parce que c'est un pilote ultra attachant. Donc, et en plus avec cette écurie-là, parce que mine de rien, on l'a découvert avec la chaîne de Loris Baz l'an dernier, et on sent que c'était des gars passionnés, ça se donne les moyens, même si le championnat
Moi, ça me faisait penser plus à... Enfin, on voit que c'est vraiment du championnat national, un peu façon Superbike français, où les pilotes sont quand même accessibles, ça s'entraîne en petit comité, etc. Et franchement, c'est une bonne chose. Petrux qui gagne, c'est top, quoi. Ça montre bien que le gars, c'est pas un manchot, il sait tenir un guidon, et là, ouais, il est en train de se faire un sacré palmarès. Bien sûr. Alors oui, forcément, il profite du travail de Loris Baz l'année dernière qui a développé la moto. Loris Baz, on sait qui avait pas réussi à remporter de course justement en moto America, mais voilà, Petrucci découvre cette moto, il découvre pas Austin, il a la chance c'est aussi pour ça sans doute qu'il a été très performant et il connaît bien ce circuit. Mais voilà, les pneus, il a jamais roulé avec des Dunlop. Il connaît pas ces pneus. En MotoGP, on roule avec des Michelin, donc et en super bike, super stock, tout ça, il roulait avec des Pirelli, donc clairement, ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Je suis bluffé par le talent et surtout la gentillesse du bonhomme. Encore une fois, on l'a vu féliciter Jack Miller de retour au box après sa deuxième place en qualif. C'est pas souvent, ce que je disais sur Twitter, c'est pas souvent qu'on voit le mec qui s'est fait sortir d'un team féliciter le mec qui l'a remplacé dans ce team, quoi. Voilà, il était tout content pour Jack Miller, il était là en grosse embrassade et féliciter, quoi. Tu fais, mais c'est vraiment dommage qu'on l'ait perdu en MotoGP et que ça se soit terminé comme ça avec KTM et chez Tech 3, quoi. C'est vraiment un bon gars. Après, il avait pas le bon gabarit, on le sait, mais c'est comme ça. Je suis impatient de voir ce qu'il peut faire. Alors peut-être pas aller chercher le championnat, même si je lui souhaite, mais ce qu'il peut continuer à faire en Moto America. Voilà, je sens que je sais pas forcément quoi dire de plus. Si tu veux nous dire un mot, quelque chose, Paul, rajouter? Non, là, pareil que toi, j'attends de voir la suite parce que battre Jack Gagné, c'était quand même pas donné. Bon, même si il a visiblement eu un très mauvais week-end, c'est quand même quelqu'un qui avait atomisé le championnat l'an dernier. Oui. Donc, à voir, comme tu dis, je pensais pareil que toi sur les pneus, sur même tout ce qui est freinage, etc. C'est forcément différent d'une machine à l'autre, d'un championnat à l'autre. Du coup, quand il va être sur des circuits plus abîmé, on va le dire comme ça, avec beaucoup plus de boss, moins de grip, un peu façon, il y a certains circuits qui me faisaient penser au BSB un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. En vrai, s'il peut gagner le championnat, ce sera peut-être dur, mais s'il peut le faire, on va pas s'en priver. Ouais, je suis d'accord avec toi. Exact, je suis aligné avec toi. Pour conclure, on vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas de MotoGP, pas de Superbike, mais il y a les 24 heures du Mans qui auront lieu forcément au circuit Bugatti. Donc, pour ceux qui sont sur place, j'espère que vous aurez beau temps et que vous aurez des belles courses. Honnêtement, les constructeurs sont vraiment de plus en plus à armes égales dans ce championnat. Donc, je pense que ça va vraiment se jouer encore une fois à la toute dernière heure pour pouvoir gagner cette course. Et puis nous, on vous souhaite à très bientôt pour le prochain GP qui est dans 2 semaines, si je me trompe pas, à Portimao, au Portugal. Un des plus beaux circuits de l'année. Paul, je te remercie, c'était super agréable de t'avoir ce soir pour ce débrief. Et puis on se dit à bientôt, ciao ciao tout le monde. Yes, à bientôt Pierre, salut.